Bonjour, il est 10h02, donc on va pas perdre plus longtemps et démarrer cette donc réunion d'interaction avec vous sur les annonces qui ont eu lieu lors de HashiConf Europe. Donc l'idée, c'est vraiment de vous laisser la parole et de répondre potentiellement à vos questions, qui peuvent être nombreuses, mais on a prévu aussi en parallèle de parler un petit peu de ces annonces avec toute l'équipe de Solution Engineers aujourd'hui qui m'entoure. Donc moi, je suis Sébastien Braun, donc je suis le responsable de l'équipe de Solution Engineers en France, et j'ai autour de moi, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, trois de mes collègues. Donc Jérôme, peut-être tu peux te présenter et passer la parole ensuite à Gauthier. Enchanté, donc moi c'est Jérôme Papazian, donc j'ai rejoint Chicorp il y a un an et demi environ et je suis effectivement avant-vente dans l'équipe de Sébastien. Voilà. Gauthier. Oui, merci Jérôme. Du coup, j'ai Gauthier Denikian, donc pareil, je suis avant-vente chez HashiCorp. Je suis arrivé à peu près en même temps que Jérôme dans l'équipe France. Et, euh, et voilà, c'est déjà bien. Nicolas aussi. Nicolas, je t'en prie. Ouais, merci. Et Nicolas Herman, moi, ça va faire 2 ans et demi maintenant que je suis là. Et sur la photo, je fais beaucoup plus jeune qu'en vrai parce que cette photo est assez vieille. Mais voilà, c'était. Je devais avoir 25 ans sur cette photo. Ça fait quelques années maintenant. Excellent, je vous remercie. Et d'ailleurs, on a aussi quelques personnes de l'équipe commerciale, Sylvain et Jacques, Arthur aussi, qui sont présents aujourd'hui. Donc, on ne leur donne pas la parole parce qu'ils sont surtout là en auditeur libre. Et on va donc du coup démarrer tout de suite un petit peu à vous présenter dans un premier temps l'agenda. Donc, de quoi il est question aujourd'hui? Simplement de faire un peu un récapitulatif des annonces qui ont eu lieu pendant HashiConf, qui s'est déroulé sur plusieurs jours. Il y a eu pas mal d'annonces autour de nos solutions. Et donc, le but de cette présentation, c'est réellement de laisser la parole et de parler de ces annonces. On va commencer avec l'annonce qui était attendue depuis déjà pas mal de temps, celle de Terraform 1.0. Certaines des personnes qui utilisent Terraform aujourd'hui ont du mal à comprendre pourquoi on a attendu aussi longtemps pour faire cette annonce. C'est effectivement un produit qui a été annoncé disponible depuis 2014. Et c'est vrai que c'est assez rare dans la communauté informatique de voir autant d'années s'écouler avant qu'une version 1.0 soit disponible. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi toutes ces années avant de mettre à votre disposition en fait, cette version 1.0. Tout simplement parce qu'il y a une différence importante entre la définition que vous trouvez sur Wikipédia de ce que veut dire une release 1.0. Pour Wikipédia, en fait, ça veut dire que c'est feature complete et production ready. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la définition d'HashiCorp, ce qui explique en fait ce delta en termes de nombre d'années de mise à disposition de cette version. Je vous partagerai à la fin de ce chapitre sur Terraform 1.0 un talk YouTube qui a été fait par une ingénieure d'HashiCorp qui explique très bien en détail tous ces arguments que je vais vous partager. Là, on a 35-6 minutes pour les partager plus rapidement. Mais si vous êtes curieux sur cette problématique de 1.0, qui d'ailleurs se retraduit sur l'ensemble des solutions d'HashiCorp, pas simplement Terraform, mais aussi Vault, Packer, etc., qui ont aussi atteint la version 1.0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 1.0 pour HashiCorp en fait? La première chose qui est importante, c'est le production readiness au sens mondial du terme. C'est-à-dire qu'on souhaite, avant de déclarer une version 1.0, avoir la preuve sur le terrain par des milliers d'utilisateurs, voire des millions, que la solution fonctionne à l'échelle correctement et que ça répond bien aux besoins de nos clients et de nos utilisateurs. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus que 100 millions de downloads de la solution Terraform, donc on est confiant pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, le production readiness a été confirmé par le terrain, les utilisateurs. Je pense que certains d'entre vous utilisaient peut-être déjà depuis quelques temps Terraform. Le premier élément, ça, c'est quelque chose qu'on a mis des années à acquérir, mais on considère aujourd'hui que c'est une chose acquise. Ensuite, ce qui est important, bien sûr, c'est les cas d'usage. Couvrir ces cas d'usage, qui sont d'ailleurs définis par nos utilisateurs, par la communauté des utilisateurs open source de la solution, s'assurer que la solution est bien adaptée à vos besoins, que d'ailleurs vous nous avez aidé à comprendre à travers les années. Et ça aussi, on considère que ça a été fait depuis 2014. On considère que Terraform répond bien désormais
à ces cas d'usage de provisionnement automatique d'infrastructures. Après, on rejoint un petit peu la définition de Wikipédia en disant que l'architecture doit être stable et mature. On a introduit, comme vous le savez peut-être, une rupture importante en 0.12. Ça correspond un petit peu à refaire les fondations d'une maison alors qu'il y a une fête qui se déroule dans le salon juste au-dessus. Donc, ça a été quelque chose d'assez challenging parce qu'en fait, il a fallu finalement faire du refactoring alors que la solution était utilisée et vous demander de réécrire le code, de changer certaines syntaxes, etc. Donc ça, c'est une cassure qui était un pas vers cette 1.0. Il fallait faire cet effort de refactoring, de réduire la dette technique de certaines fonctionnalités et d'implémentation de certains composants pour préparer en fait le terrain à une solution qui est du coup désormais une solution en 1.0 qui va être supportée à long terme puisqu'on a annoncé un support sur 18 mois de la 1.0 avec un backporting des patchs, etc. Et surtout, pas de changement de cassure finalement dans le support du code que vous allez écrire sur toute la vie de cette 1.0. En fait. Et c'est ça qui est intéressant à retenir de ce que je vous raconte, c'est cette capacité de la solution 1.0 à vous accompagner à travers de nombreuses années en fait, pour provisionner des infrastructures sans avoir d'efforts à faire de réécriture de code, de transformation de certaines choses dues à certaines évolutions de la solution, parce que ces évolutions ont lieu auparavant et désormais, c'est quelque chose qui va être stable sur de nombreuses années. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une petite introduction. Je vous partage tout de suite, dans quelques instants, un lien YouTube sur… mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est cette infographie qui résume très bien en fait, l'histoire de Terraform, de l'idée initiale en 2011, vraiment où il s'agit à l'époque de réfléchir à une solution qui est cloud agnostique, qui s'inspire un petit peu de CloudFormation, mais qui va justement fournir à nos utilisateurs la possibilité de faire du provisionnement dynamique partout, toutes les infrastructures. C'est ça la genèse de Terraform, 2011. Il a fallu quand même quelques années avant de mettre à disposition la première release 0.1 de Terraform à l'époque. Et petit à petit, de fil en aiguille, la communauté va grossir. Beaucoup de gens pensent que Terraform a été un succès instantané. C'est bien loin d'être le cas, puisqu'il a fallu plusieurs années avant que Terraform s'impose dans la communauté comme un outil standard de facto de ces provisionnements d'infrastructures. Et voilà, et donc on arrive en 2019 avec cette fameuse évolution importante de Terraform, peut-être la plus grosse évolution dans l'histoire de Terraform en termes de langage, puisqu'on a inventé un langage HCL 2.0 qui apporte de nombreuses fonctionnalités qui ont permis, c'était les fondations en fait, de la version 1.0 qui a pu du coup voir le jour la semaine dernière. Donc voilà pour l'annonce, voilà pour le petit pitch autour de Terraform 1.0. Je vais laisser la parole ensuite à Gauthier Donikian qui va vous parler en fait des annonces autour de Terraform Cloud qui est finalement un enchaînement logique puisque Terraform 1.0 va aussi aider Terraform Cloud à vous accompagner bien mieux encore dans vos provisionnements. Peut-être, Gauthier, est-ce que tu préfères partager peut-être ton écran ou est-ce que tu veux… Oui, tout à fait. Et je vais directement sauter sur le slide suivant, d'ailleurs. À toi le micro. Je trouve que c'est plus… Alors, pendant que tu te prépares, Gauthier, ce que je voudrais dire aussi, et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est en petit comité aujourd'hui, donc il ne faut surtout pas hésiter à nous interrompre. On a préparé du contenu, des slides, etc. Mais c'est vraiment un track Ask Us Anything, vraiment, demandez-nous, interrompez-nous à n'importe quel moment avec ouvrez vos micros et posez-nous vos questions. C'est prévu vraiment pour ça, ce track. Merci Sébastien, effectivement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec plaisir. Alors, du coup, Sébastien vient de parler de l'annonce, la grande annonce de la sortie de Terraform 1.0. Et il y a aussi tout un tas d'annonces autour de Terraform Cloud, en l'occurrence, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. C'est-à-dire déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est évidemment l'intégration de la version 1.0 de Terraform dans la plateforme Terraform Cloud. Donc, effectivement, c'est le cas aujourd'hui, c'est disponible. Si vous consommez aujourd'hui Terraform Cloud TFC pour les intimes, vous avez accès à cette version de Terraform-là. Donc, je vous invite tout de suite, si vous ne l'avez pas encore fait, à créer votre compte sur TFC et puis à commencer à jouer avec. C'est gratuit pour un premier périmètre, donc vous pouvez tout à fait simplement créer un compte et puis jouer un petit peu avec la solution pour voir. C'est plutôt facile à faire.
si je puis dire. Donc, on a Terraform 1.0 qui est disponible dès aujourd'hui. On a aussi remanié la manière dont on va afficher les informations quand on va exécuter du code Terraform pour faciliter la lecture de ce que l'on déploie, la manière dont on en extrait des informations. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc, on a fait un revamping de la partie workspace de TFC. On a aussi l'intégration de registries publics dans notre dans notre catalogue de modules privés sur la plateforme TFC. Donc, pour faciliter aussi la récupération de modules intéressants qui sont présents dans la communauté et pouvoir les intégrer à notre environnement pour pouvoir les partager à nos équipes et pouvoir les consommer tout simplement dans nos workflows d'automatisation. Et en preview, je vais vous parler d'une fonctionnalité qui va arriver dans le futur, qui sera en preview, en bêta à partir de juillet-août dans ces eaux-là, et qui permet justement d'avoir des policies un peu plus poussées au sein des exécutions, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va basculer sur mon environnement TFC pour que je puisse vous montrer un petit peu le travail qui aura été fait déjà sur les workspaces. Alors, j'ai préparé un workspace tout spécialement pour nous aujourd'hui. Donc là, on se trouve dans mon organisation GOT, dans Workspace du coup, et je vais aller dans un des workspaces que j'ai préparé. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, du coup, on est en version 1.0.0, mais on peut aussi visualiser le fait que dans les settings, ici, pardon, on peut choisir tout un tas de versions de Terraform, y compris la dernière qui vient de sortir. Et dans la partie User Interface, j'ai choisi la nouvelle interface utilisateur qui est en bêta toujours, mais qui est disponible, que l'on peut consommer et qui permet d'avoir ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si jamais elle ne vous plaît pas suffisamment, vous pouvez toujours basculer sur l'ancienne interface qui est disponible en sélectionnant console UI juste ici. Alors, quand je suis du coup sur la page de mon workspace, précédemment à ce qu'on avait autrefois, on a beaucoup plus d'informations disponibles. Déjà des statistiques sur la manière dont mes exécutions se sont passées. On voit tout de suite à disposition le lien vers le repository avec le code. On a accès au README du repo directement dans le workspace pour savoir dans quel contexte exécute ce code-là. Donc après, tout dépend de la manière dont le README est construit. Je vous avoue que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts sur la manière dont j'ai créé mon README. Donc, effectivement, c'est moins joli dans le workspace. Mais le fait est qu'on a de l'information utile tout de suite sous les yeux qui facilite la gestion des workspaces tout simplement parce que quand on se retrouve avec des dizaines ou des centaines de workspaces disponibles dans l'interface, ça peut être un peu plus compliqué à manager. Donc, ici, on a de l'information qui va à l'essentiel pour qu'on puisse facilement savoir dans quel contexte s'exécute ce workspace. Donc, bien évidemment, du coup, on a des métriques en termes de temps, en termes de fail, en termes de fail de policy aussi, qui sont disponibles. Quand on passe sur la partie run, donc je vais lancer un run pour qu'on puisse le visualiser, on va avoir une évolution dans l'exécution de notre run. Donc, le plan s'exécute toujours de la même façon. Pour le moment, il n'y a pas de changement. L'interface va aussi évoluer à ce niveau-là dans le futur, mais pour le moment, il n'y a pas de changement. Le gros du changement, le gros de la bêta pour que vous ayez accès à cette nouvelle interface se passe surtout sur la partie apply. Et en attendant, je vous explique. Donc, on a la partie plan ici qui vous montre finalement quels changements, quelles créations vont être faites sur l'infrastructure. J'ai la partie Cost Estimation qui va m'indiquer le coût de l'infrastructure que je suis en train de créer. Donc, globalement, c'est une VM que je crée avec quelques règles de firewalling et une adresse IP externe. Donc, j'ai un coût mensuel qui est affiché, qui me donne l'information globalement simplement du coût pour savoir si oui ou non ça me convient une fois que ce sera appliqué sur l'infrastructure. J'ai une partie policy. Donc, je vais checker un certain nombre de règles par rapport au code que je suis en train d'exécuter et savoir si je dois arrêter l'exécution ou non. Ici, la plupart de mes policies sont passées. J'ai simplement un warning sur le type de VM que je suis en train de déployer, mais ce n'est pas un warning qui est bloquant. Je n'ai pas choisi de faire en sorte que cette policy, si jamais elle n'est pas respectée, elle me bloque. Et du coup,
ces paramètres-là, je considère que ça me convient, donc je confirme et j'applique mon code sur mon infrastructure. Et c'est là où tout change. Parce que jusqu'à présent, dans la partie apply, vous aviez un encart noir comme ça avec du code, du log tout simple. Et aujourd'hui, on tend à faire évoluer l'interface vers quelque chose de plus structuré, d'avoir un output qui est plus facile à lire, plus détaillé, et qui permet d'avoir aussi là une lecture plus facile quant aux informations dont on a besoin pour continuer à travailler une fois que les déploiements sont faits ou une fois que les exécutions sont faites. Et donc, typiquement, vous retrouvez ici déjà un champ de ressources pour filtrer les ressources que vous affichez. Donc, si vous en avez une centaine, vous pouvez simplement taper un mot-clé et tout de suite, vous retrouvez les ressources qui correspondent à ce que vous cherchez. On va retrouver bien évidemment la capacité de montrer les logs ou de les télécharger. Donc ça ne change pas. Et surtout, on va avoir un output structuré pour tout ce qui sort de notre exécution. Et donc ici, je vois l'adresse IP publique de la VM que je viens de créer. L'intérêt en plus d'avoir cette visibilité qui est beaucoup plus propre que ce qu'on avait autrefois, on retrouve l'ensemble des outputs qu'on a à l'issue de notre exécution directement dans l'overview du workspace, juste ici. Donc, là aussi, pour faciliter la lecture, faciliter la récupération d'informations. Voilà pour la partie workspace. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'interrompre. Sur la partie catalogue de modules. Dans mon organisation Terraform Cloud personnelle, je n'ai pas de module à disposition. Et donc, si jamais j'ai trouvé un module dans la communauté qui me plaît et que je veux pouvoir intégrer, donc plutôt que de le récupérer, de le copier sur la machine, enfin de l'intégrer à la main, j'ai la capacité directement d'aller me connecter au registre public, d'aller rechercher un module typiquement AWS, par exemple, puisque je vais manipuler des ressources AWS. Je veux pouvoir facilement créer des buckets S3. Et donc, il me suffit, pour l'intégrer à mon catalogue de modules privés, de cliquer sur Add. Donc, il me fait un petit récapitulatif. Oui, je suis sûr. Donc, je l'ajoute à mon organisation. Et donc, quand je retourne sur mon organisation privée, je vois ici le module S3 Bucket qui aura été importé dans mon catalogue de modules privés. Et donc, quand je le sélectionne, c'est comme n'importe quel module, c'est-à-dire que j'ai une partie de documentation ici qui m'explique comment je l'utilise, avec les inputs, les outputs de l'exécution, les informations relatives au repository, à la version, etc. Et puis, bien évidemment, le code d'intégration au template Terraform pour que je puisse le consommer. L'autre changement dans la partie registry est la capacité de pouvoir filtrer aussi les modules. Donc ici, par exemple, je peux sélectionner sur la gauche un certain nombre de providers, puisque dans ma liste de modules, dans mon catalogue de modules privés, je vais potentiellement en avoir des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais en avoir beaucoup. Et donc, le fait de pouvoir déjà avoir un champ de recherche pour les récupérer ou potentiellement de sélectionner le provider relatif à ce que je recherche me permet tout de suite de récupérer le module en question beaucoup plus facilement. Et bien évidemment, on a toujours accès au Configuration Designer en haut, ça n'a pas changé. Le dernier point dont je vais vous parler, je vais basculer sur les slides puisque la bêta n'étant pas encore disponible sur l'interface, je vais vous montrer ça à travers quelques images. La nouvelle fonctionnalité s'appelle RunCheck. Là où la semaine dernière, la partie règles se gérait encore à travers forcément des ACL et se gère toujours à travers des ACL, se gère à travers des règles Sentinel, donc avoir une granularité sur les plages horaires, sur les paramètres du workspace, sur le type de code utilisé, le sous-réseau de la requête entrante qui déclenche l'exécution. Bref, Sentinel nous permet quand même globalement d'avoir un certain nombre de fonctionnalités intéressantes quand il faut choisir d'exécuter ou non un template Terraform. Le challenge survient quand on a besoin d'avoir des notions plus globales, plus externes, potentiellement
aussi plus facile à intégrer à nos exécutions, puisque Sentinel demande un peu de développement. Donc, on ajoute la capacité à Terraform de pouvoir s'interfacer avec une solution externe pour tout simplement se reposer sur des gates externes qui vont valider ou non un certain nombre de paramètres pour permettre l'exécution dans Terraform Cloud. Je vais vous montrer ça, si ce n'est pas hyper limpide et clair selon la manière dont je l'ai expliqué, mais en tout cas, je vais vous montrer. Donc, tout simplement, la capacité, du coup, ici, dans l'interface de Terraform Cloud, de pouvoir s'interconnecter, dans l'exemple avec une solution qui s'appelle Bridgecrew, et de pouvoir, au moment de faire nos exécutions de template Terraform, d'avoir sur la partie policy, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure sur mon workspace, pardon, je retourne sur mon workspace, hop, run, et je prends mon dernier run, voilà. Vous avez un check de policy général à chaque exécution, et donc c'est à ce moment-là que le run check aura lieu, c'est-à-dire juste après le plan, mais avant le plan. Donc, vous le voyez ici, l'interface est légèrement différente parce que l'interface tend à évoluer un peu plus. On le voit bien dans la partie apply, mais dans la partie plan et dans la partie policy, bien évidemment, qu'elle évoluera de la même façon que la partie apply. Donc, vous avez la partie cost estimation qui a lieu ici, la partie Sentinel policy qui a lieu ici, et du coup, toutes les autres intégrations externes, toutes les autres interrogations qu'on pourrait avoir auprès des gates que l'on va avoir à l'extérieur pour autoriser ou non l'exécution de notre template. Et donc, vous voyez ici que c'est en cours. Bridgecrew peut renvoyer un fail si jamais le paramétrage n'est pas bon. Dans ce cas-là, on va voir dans Bridgecrew qu'est-ce qui se passe. On voit que dans le code, on a un paramètre geo qui n'est pas bon, qu'il faudrait qu'il soit à true plutôt qu'à false. Donc, on retourne dans le code de notre Git, on fait cette modification. On relance une exécution de notre template. Et donc, Bridgecrew est interrogé à nouveau. Et on voit ici dans Bridgecrew que la gate est passée correctement et que du coup, notre exécution a lieu comme il faut. L'intérêt, du coup, je le répète ici, est vraiment de pouvoir étendre les tests qu'on peut faire avant de finaliser notre exécution, avant de lancer notre exécution sur l'infrastructure. Globalement, je peux donner peut-être un exemple que j'ai en tête ici, ça va être le nombre total de VM qu'on pourrait avoir sur l'infra en fonction de si on a des restrictions sur le nombre de VM ou sur la quantité de ressources consommées globalement sur l'infrastructure. Ici, Bridgecrew pourrait potentiellement avoir cette connaissance-là, savoir, voilà, on est déjà au maximum, donc je ne vais pas potentiellement autoriser telle ou telle exécution. Donc, ça permet d'être encore plus granulaire et si on utilise déjà ce genre de solution au sein de notre infrastructure, de pouvoir facilement les intégrer à nos workflows d'automatisation. Si jamais vous êtes intéressé pour tester ces fonctions, enfin ces fonctionnalités, d'avoir accès au run check depuis la plateforme Terraform Cloud dans votre organisation, vous pouvez vous inscrire à la bêta qui, comme je l'ai dit, sera en place d'ici juillet-août. Je vous copie le lien dans le chat, comme ça pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont intéressés pourront tout à fait basculer sur cette bêta. C'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Bon, très bien. Je passe la main à Nicolas. Merci Guillaume. Je vais partager mon écran également du coup. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'imagine que oui, parce que j'ai les belles barres qui sont à disposition. Alors, donc je repasserai un peu sur l'interface de Terraform parce qu'on verra justement que dans HCP, on utilise aussi, et ça a été une des annonces, un provider Terraform pour pouvoir déployer justement HCP. Mais déjà, HCP, qu'est-ce que c'est? Donc, HCP, c'est en fait, c'est nos services SaaS. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était principalement orienté sur du self-manage, donc on mettait à disposition des binaires et souvent des modules aussi d'installation et de déploiement d'infrastructures sur du Consul, du Vault dans un premier temps. Et donc, on a changé un peu de shift et on est passé sur une infrastructure donc SaaS que l'on manage en fait pour les clients et donc qui va permettre de simplifier grandement le déploiement de ces solutions et notamment, comme je disais, sur la partie Consul et Vault.
Donc, Consul était en GA au niveau de février. Vault a suivi peu de temps après sur la partie GA également, sur la partie SaaS. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est comment on a agrémenté en fait ces offres. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des SKU qui sont spécifiques et donc on va pouvoir en fait utiliser de manière assez simple l'interface de HCP qui est disponible ici. D'ailleurs, hop, je l'ai mise là. Et donc, on va pouvoir assez facilement se créer un compte et avoir un crédit disponible de 20 $ pour tester en fait les différentes plateformes qui sont mises à la disposition des utilisateurs. Donc, on va voir qu'on peut déployer aussi bien des clusters Consul que des clusters Vault. Pour l'instant, c'est uniquement sur AWS, mais bien sûr, à un certain moment de notre roadmap, on va intégrer d'autres clouds. Mais ce qui est important à savoir, c'est que malgré tout, on supporte les régions européennes, ce qui est déjà très bien, je dirais, en ce qui nous concerne. Donc, on a justement, de mémoire, on a Francfort, l'Irlande et les Nordiques, donc la Suède, quelque part par là. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que déjà, on va pouvoir très simplement se déployer une infrastructure proche d'un environnement de production et avec en plus des fonctionnalités enterprise que l'on va pouvoir tester. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que maintenant, en fait, on avait déjà la possibilité d'automatiser un certain nombre de choses avec un Terraform provider. Et donc, aujourd'hui, on a rajouté des fonctionnalités, notamment le support en fait de la création d'un cluster Vault, du déploiement de cluster Vault et ainsi de suite. Donc, rapidement, je vais vous montrer, c'est que j'ai créé un peu de code très simple qui va nous permettre en fait de déployer, donc on va voir ici, qui va nous permettre de déployer en fait ce que l'on appelle un HashiCorp Virtual Network. Donc, c'est sur quoi va être déployé en fait les clusters Vault et Consul. Et derrière, on verra aussi ce qu'on a amené en plus par rapport à l'interconnexion et les simplicités à ce niveau-là. Donc, juste simplement, je vais le lancer. Hop, je fais un start. Donc, pendant ce temps-là, pendant le temps que tout se passe en fait au niveau de mon cloud, donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déployer en fait deux HVN, un aux US, un en Europe. Pourquoi je vais faire ça? C'est assez simple, c'est parce qu'on va aussi déployer deux clusters Consul et aussi et simplement parce qu'on a annoncé, en fait, si on voit ici, la fédération interrégion et multirégion au niveau des clusters Consul. Donc, tout simplement, pardon, ça a bougé. Tout simplement, ce que l'on va faire ici, je confirme, oui, c'est bon. Ce que l'on va faire ici, donc je ne vais pas aller jusqu'à la fédération, mais c'était juste pour illustrer un peu le fait que voilà, c'est très, très simple justement à consommer, parce qu'en termes de ligne de code, c'est vraiment très, très facile à mettre en place. Et donc, voilà, ça nous permet de déployer et d'intégrer de manière très simple du cluster SaaS, donc Vault ou Consul, dans ces environnements et de pouvoir le consommer très simplement. Derrière, on a rajouté d'autres fonctionnalités également, donc notamment principalement la partie AWS Transit Gateway. Donc, c'est quelque chose qui était déjà en bêta depuis un petit moment et qui est assez intéressant dans le sens où aujourd'hui, ce que l'on mettait à disposition, c'était uniquement du VPC peering. Donc, ça a un intérêt de le faire, mais ça a aussi ses limites. C'est le fait que si j'ai 10, 20, 30, 40 VPC, il faut que je fasse 10, 20, 30, 40 peering et ce n'est pas très scalable en termes d'intégration. Donc, la possibilité de s'intégrer maintenant avec une Transit Gateway, c'est que l'on va juste du coup intégrer un seul point unique, donc qui est cette fameuse Transit Gateway, et qui, elle, fera le routage en fait entre les différents VPC ou même les réseaux internes que l'on pourrait avoir, qui auraient besoin de consommer les différents services qui se trouvent au niveau d'HCP. Donc ça, déjà, c'est un gros intérêt. Et d'ailleurs, on a sur notre plateforme Learn, on a également un tuto pour savoir comment l'intégrer et comment l'utiliser. Autre point important, donc comme je disais, la fédération qui est dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du fait que quand on utilise… Est-ce qu'il est déjà en train de commencer? Oui, voilà, il est en train de me déployer mes petits clusters. Quand on utilise en fait HCP, l'intérêt que l'on a aussi, c'est que les versions se mettent à jour automatiquement, que tout ce qui est opération, tout est géré par nous. Et on a aussi du coup cette possibilité, au-delà de ça, de pouvoir, notamment à travers Terraform ou les providers ou à travers l'interface, de pouvoir gérer tout ce qui est snapshot dans le cadre de Consul, notamment pour tout ce qui est backup. Autre point important, au niveau des accès IAM, et donc plutôt ici, pardon, au niveau des settings,
On a simplement intégré aujourd'hui la notion de SSO. Donc, aujourd'hui, on ne supporte qu'Octa, mais certainement à venir plus tard d'autres SSO, comme on a pu le faire notamment sur les plateformes Terraform, par exemple, Terraform Cloud. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir se connecter à la plateforme HCP en utilisant son IDP centralisé et en mettant à disposition donc, le SSO pour accéder à cette fameuse plateforme. Autre chose qui arrive, donc comme je disais, au niveau des SKU, donc ce que l'on a ici, c'est en cours de play, c'est que aujourd'hui, ce que l'on met à disposition, c'est un environnement de dev et un environnement de production. Donc, c'est deux types de clusters où on va pouvoir justement sélectionner, quand on le déploie avec Terraform, le type de size que l'on souhaite déployer et sur quel tiers. On va rajouter en fait ce qu'on appelle le starter SKU qui va être là full OSS sur la plateforme. À chaque fois, ça me change de slide. Et donc, en fait, si l'on retrouve ici, si je l'avais là, je vais vous montrer. C'est ici, voilà. On a la starter, donc aussi bien pour Vault et Consul. Et donc, on retrouve en fait des informations. Donc là, on va avoir en fait un Production Ready Environment. Donc, ce ne sera pas qu'un seul nœud, ce sera un Production Ready, donc entre 3 et 5. Et donc, il va pouvoir être utilisé, mais uniquement avec les features OSS, ce qui n'est pas le cas, effectivement, des autres qui sont notamment en dev, où on a la possibilité de faire les deux, et en standard, qui là intègre notamment toutes les fonctionnalités Enterprise qui sont intégrées dans la SKU, bien évidemment. Derrière, toujours en train d'apply son running, donc exactement ce qu'a montré Gauthier tout à l'heure, hein, donc l'intérêt d'avoir une interface un peu plus sympathique à suivre et à regarder. Donc, pendant ce temps-là, pour regarder un peu ce que l'on fournit sur le provider HCP, donc dans notre registry, il est ici. Donc, comme je disais, on a rajouté pas mal de ressources. Donc, déjà, bon, ça, network peering, ça y était déjà. On a rajouté la notion de transit gateway attachment, donc la possibilité, comme je disais, de pouvoir ajouter une transit gateway et donc de directement pouvoir s'attacher à ce type de gateway. Consul cluster, tout ça, ça y était déjà. HVN route, qui est aussi quelque chose de nouveau. Et la partie cluster et cluster admin token pour Vault, qui sont deux notions qui viennent de s'intégrer et qui ont été annoncées notamment durant la HashiConf de la semaine dernière. Bon, et quelques data sources, bien évidemment. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de pouvoir, du coup, globalement, ça prend à peu près 6 minutes à créer un cluster, hein. C'est de pouvoir globalement, en fait, s'intégrer dans votre pipeline d'infrastructure as code et donc d'aller utiliser justement ces ressources, créer les tokens, créer les accès et de pouvoir les consommer derrière à travers votre plateforme Terraform Cloud pour justement enchaîner, en fait, là, je dirais, la création des ressources. Donc, le temps que ça se termine, s'il y a des questions, parce que c'est vrai que j'ai mis le turbo là pour présenter les nouveautés HCP, mais bon, c'est dans le sens où il n'y en avait pas énormément non plus. Donc, à chaque fois, ça me change de slide. Pourtant, je ne touche à rien. Et donc, s'il y a des questions pendant ce temps-là, votre micro peut être ouvert, le chat, peu importe quel moyen vous souhaitez utiliser pour poser les questions. Tu parlais en fait de HCP avec Consul Vault. Oui. Ces fonctionnalités sont disponibles à travers tous les clusters, que ce soit du Vault, du Consul. Qu'est-ce que tu pourrais clarifier en fait justement ce qui est dispo sur Consul versus sur Vault dans le contexte HCP? C'est-à-dire pour la partie Terraform ou pour d'autres Voilà, tu avais un slide voilà, sur Oui, voilà. Ça, effectivement, c'est de mémoire. La fédération, c'est une fonctionnalité de Consul, ce n'est pas une fonctionnalité de Vault, hein. Donc, forcément, c'est dédié à Consul. Les SKU, c'est équivalent sur Vault et Consul. Donc, les deux arrivent sur les mêmes plateformes. C'est ce que l'on peut retrouver ici, d'ailleurs. Si je vais sur la même… Hop, je l'ai fermé, pardon. Je retournerai plus tard. Et tout ce qui est Transit Gateway, de mémoire, aujourd'hui, c'est que pour Consul. Mais il faut que je check. Ça devrait être aussi disponible. Ah, ouais, c'est fini.
Et donc, voilà, on retrouve en fait toutes ces informations et donc on peut bien accéder à son environnement. Ici, si je prends mon adresse publique d'un des clusters qui est ici, par exemple, tchac, voilà, je peux accéder directement à mon environnement Consul qui a été déployé et qui est accessible. Et à travers, bien sûr, les tokens qui sont cachés parce que c'est déclaré comme sensible, je pourrai récupérer un token dans le state file et pouvoir me connecter sur mon service et accéder à mon environnement. Voilà pour la partie HCP. D'autres points, d'autres précisions peut-être? Si vous avez des questions, Chris, Bassam, Vincent, deux Vincent dans la conférence. Arnaud, je ne sais pas, profitez-en, mais il y a toute l'équipe française des Solution Engineers qui est là justement à votre écoute. Vraiment, l'objectif de cette heure, c'est vraiment d'écouter dans vos cas d'usage. Est-ce que certains d'entre vous utilisaient déjà du HCP, Terraform ou nos solutions, ou est-ce que vous êtes en mode découverte pour l'instant? Oui, c'est une excellente question, Sébastien, dans le sens en plus où, comme on l'a expliqué d'ailleurs pour Terraform Cloud, c'est exactement la même chose pour HCP. Il y a des crédits mis à disposition pour tester les plateformes. Donc, c'est… Arnaud avait Oui, bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de prendre la parole. Non, alors, pour information, moi je travaille pour Aviatrix et on a un provider officiel Terraform sur des aspects multi-cloud networking. Je démarre sur Terraform en fait, hein, donc voilà toutes les informations concernant Terraform 1.0, Terraform Cloud. Je connais moins le reste de la gamme, HashiCorp. J'ai entendu un peu parler de HCP, donc c'est des informations qui sont de toute façon intéressantes, voilà, ayant par ailleurs la volonté de comprendre un peu plus ce que vous faites globalement chez HashiCorp. Donc, non, très bonne restitution so far, sachant que je n'ai pas eu le temps de participer à HashiConf. Merci, Arnaud. Excellent. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas, Vincent, Chris, Bassam. Vincent Lebray, donc moi je travaille chez Engie. En termes d'utilisation, aujourd'hui on utilise Terraform pour les déploiements en cloud, donc essentiellement Azure. Du coup, c'est en CLI, hein, là par contre on n'utilise pas du tout votre solution cloud aujourd'hui. Et justement, une question, alors désolé, c'est un peu façon trolling, mais je la pose quand même si c'est plutôt bienveillant quand même. Mais ma question, c'est par rapport à des pipelines, je dirais génériques, donc GitHub Actions ou Azure DevOps Services, qu'est-ce que apporte ce que vous présentiez tout à l'heure en termes de pipeline par rapport à ceci, à ces standards, je dirais? Je peux peut-être répondre, Vincent, parce que effectivement, on est très souvent confronté à ce type de questions. Nos clients ont souvent des pipelines qui leur permettent d'exécuter du Terraform CLI dans le pipeline. Il faut savoir que, comme d'ailleurs je le racontais sur Terraform 1.0, HashiCorp a une très grande expérience de l'industrialisation de Terraform à l'échelle, et que industrialiser ne veut pas simplement dire pipeline. Industrialiser, ça veut dire aussi gouverner, collaborer, sécuriser les environnements. Donc, en fait, Terraform Cloud et Terraform Entreprise, la solution self-managed de Terraform, accompagne nos clients dans de nombreux cas d'usage, bien au-delà du pipeline. Donc, le pipeline, bien sûr, c'est quelque chose de couvert par Terraform Cloud et Terraform Entreprise. Et comme je vous le montrais un petit peu en bref, Gauthier, on couvre aussi l'aspect gouvernance avec du Sentinel qui va faire du policy as code. On couvre aussi l'aspect cost estimation. On couvre aussi tous les aspects qui concernent le role-based access, les variables sensibles, l'intégration avec Vault. On n'a pas le temps, là, de faire une présentation complète de ces deux solutions. Néanmoins, si ça vous intéresse, Vincent, on pourra prendre une heure ensemble avec vos équipes pour vous présenter la solution. D'ailleurs, il y a d'ailleurs eu des POC au sein d'EDF il y a quelques temps de cette solution qui a été validée comme étant effectivement apportant un différentiel important. Et ce qu'il faut retenir pour conclure, c'est que toutes ces fonctionnalités qui accompagnent et qui englobent le pipeline sont des fonctionnalités qui sont supportées par les équipes HashiCorp et qui vont vous grandir dans le temps, comme on voit que ça grandit aujourd'hui, puisqu'on a des run checks externes qui permettent d'aller chercher de l'API externe, etc. C'est une API aussi, Terraform Cloud et Terraform Entreprise, pour automatiser, industrialiser. Bref,
il y a tellement de choses à raconter sur ces deux outils qu'il faut vraiment prendre du temps et se concentrer sur ces outils pour en parler plus profondément. Mais en fait, nos clients font souvent l'erreur de penser qu'ils peuvent développer la solution à notre place, alors que nous, ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on travaille avec des cinquantaines d'ingénieurs sur justement cette solution de passage à l'échelle de Terraform. On va passer la parole maintenant à Jérôme. Tout à fait, qui va vous présenter aussi une annonce importante qui a été faite à HashiCorp. Ouais. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je vais partager mon écran. Boum. Voilà. Et donc, est-ce que vous confirmez donc bien deux choses? Un, que vous voyez bien mon écran et deux, que vous m'entendez bien? Oui. Ok, ouais, c'est parfait, Jérôme. Ok, super, parfait. Donc là, on va parler maintenant de Packer. Là, c'est donc l'icône qu'on voit ici. Je vais très rapidement rappeler ce qu'est Packer, puisque Arnaud, par exemple, tu as dit que tu découvrais un peu les produits HashiCorp. Donc, s'il y en a d'autres dans ce cas-là, on va très vite voir. Donc, Packer, c'est un outil qui va servir à créer des images, en fait, des futures instances que vous voudrez déployer. Donc, vous allez simplement créer un template et c'est ce template-là que vous allez ensuite instancier au travers de différentes solutions, comme par exemple Terraform. On a annoncé dans HashiConf, donc la semaine dernière, la disponibilité de Packer dans HCP, donc HCP, HashiCorp Cloud Platform. Et donc, on va avoir un service Packer qui va être disponible à partir de la Cloud Platform. Alors, pourquoi cette annonce et exactement qu'est-ce que ça concerne? Alors déjà, premier point, si on se met à la place de quelqu'un qui est en train de déployer des infrastructures, il va avoir besoin effectivement d'avoir des instances de référence qu'il va déployer et donc il va créer ces instances-là, il va avoir une base d'instances. Donc, il part d'une première instance qui va peut-être durcir pour des raisons de sécurité, et puis ensuite, il va rajouter un composant Apache, il va peut-être rajouter par-dessus une base de données, et à chaque fois, il va créer des instances intermédiaires jusqu'à avoir son instance finale, et puis il va peut-être avoir une instance qui va utiliser à des fins de production, une autre instance qui va utiliser à des fins peut-être de développement, et ce seront probablement pas les mêmes instances. Et donc, les clients vont se retrouver très vite avec énormément d'instances à utiliser. Donc, clairement, Packer qui vous sert à utiliser ces instances-là, à créer ces instances-là et à les référencer peut-être dans AWS, vous allez avoir énormément d'AMI. Et donc, à savoir quels sont lesquels de ces AMI utilisés, ça peut devenir très vite cauchemardesque si on a énormément et si on veut déployer at scale. L'idée qu'on va amener aujourd'hui à nos clients à travers la disponibilité de Packer, en tout cas d'une partie de Packer dans HCP, c'est de simplifier, et c'est vraiment un thème fédérateur pour HashiCorp, simplifier vraiment la consommation de ces instances au travers de code, par exemple, au travers de code Terraform. Et comment on va faire? Donc, on va proposer je vais passer sur le slide d'après, voilà, on va proposer uniquement dans HCP une base de registre Packer où on aura un certain nombre de métadatas qui seront enregistrés dans la base de registre et qui pourront être consommés, par exemple, par du Terraform. L'idée, vraiment, elle est là, c'est d'avoir ces métadatas. Et à savoir aussi que le code Packer en lui-même, le fichier… alors, auparavant, alors c'est… comme disait Gauthier la semaine dernière, c'est vrai que ça va très vite, mais auparavant JSON, et puis en fait, une des annonces d'ailleurs de HashiConf, c'est que maintenant, on va passer uniquement sur du HCL pour Packer, donc le HashiCorp Configuration Language. La définition de votre image Packer, elle, ne va pas être stockée dans HCP, ça c'est un premier point. Les images en elles-mêmes ne seront pas stockées dans HCP, c'est vous qui allez définir où vous voulez stocker vos images. C'est juste les métadatas en fait, relatives à ces images qui vont être stockées dans HCP. Donc, lorsque, à partir de votre poste de travail, je suis en haut à droite, là, ici, vous allez exécuter la commande Packer build, en fait, on va aller tout de suite enregistrer dans la registrie Packer les caractéristiques de l'image que vous êtes en train de créer, de sorte que lorsque, avec Terraform, vous allez ensuite
exécuter un plan. Vous allez dire dans le plan, et vous allez créer d'ailleurs, utiliser peut-être une data source pour dire, voilà, moi j'ai besoin de telle image qui correspond à tel environnement et notamment à la dernière version. Donc Terraform Plan va être capable d'aller récupérer la dernière image et de la renseigner au travers de la data source dans le code de Terraform pour pouvoir provisionner l'image. Donc, ça fait partie des annonces qui ont été amenées sur Packer dans HashiConf la semaine dernière. Cette disponibilité des métadatas de définition des instances dans la registrie HCP Packer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je voulais juste évoquer ce point-là avec vous. Ne soyez pas timide, hein, profitez-en. On a vraiment dédié ce créneau pour vous accompagner. On est pas nombreux. Mais si vous n'avez pas de questions, on continue, pas de souci. Oui, vous m'entendez bien, c'est Vincent ici, l'autre Vincent. Bonjour à tous et merci pour cette session, merci pour la restitution. Moi de mon côté, je travaille chez IoT.bzh. J'étais intéressé en fait de manière générale par un recap de ce qui a été annoncé sur HashiConf Europe. J'ai pas eu le temps de prendre toutes les confs. Moi, mes axes d'intérêt, Terraform, je débute là, comme l'avait précisé, je crois Francis, si je me rappelle bien, pardon Arnaud. De mon côté, c'était plus effectivement des questions sur Packer. On utilise beaucoup Packer dans notre processus de manufacturing d'images. Donc l'annonce, les explications qui viennent d'être faites sont intéressantes. Et puis j'avais une question spécifique par rapport à Packer, notamment ce qui concerne, peut-être vous avez la réponse, concerne la construction des images OCI en fait. Et je me demandais s'il y avait un support particulier au-delà des images Docker. Ça, c'est la question que j'avais. Et ensuite, après, je ne sais pas si vous avez prévu, j'étais aussi intéressé par tout ce qui est Vagrant, parce qu'on l'utilise pas mal en interne. Et je sais qu'il y a eu, je crois, des annonces, notamment pour le portage vers Go et tout ça. Et je ne sais pas si vous voulez en parler. Voilà. Ça fait pas mal. On peut commencer par ça. Qui prend la question, du coup, première question sur OCI. En fait, effectivement, l'infrastructure cloud d'Oracle a un builder pour Packer. Est-ce que vous avez une question plus précise que simplement savoir s'il y a un builder? Est-ce qu'on peut construire des images? Oui, on peut construire des images. Oui, alors, et je m'excuse de vous interrompre, Sébastien. C'était quand je disais OCI, c'était pas pour Oracle, je parlais spécifiquement, pardon, des images Open Container Initiative. Ah, ok, voilà, c'était plus que le builder Oracle. Ouais, je suis d'accord que c'est assez confus, mais quand je cherche dans la doc aussi, pareil. Donc, voilà, c'était pour préciser. Du coup, vous souhaitez builder des images au format OCI versus Docker, c'est bien ça? C'est ça la question? Oui, c'est ça, effectivement, ma question, exactement. Alors, je me demandais s'il y avait un builder particulier. Aujourd'hui, on est resté, corrigez-moi si je me trompe, Jérôme, Nicolas ou Gauthier, sur le format Docker en termes de containerisation. Sachant que Docker aussi bascule sur OCI, je ne sais pas dans quelle mesure l'évolution du builder va vous permettre d'atteindre votre objectif. Non, je n'ai pas vraiment de réponse précise, à moins que mon équipe ait plus de détails sur ce sujet. Non, il n'y a pas grand-chose. Je regardais justement, il y a une issue ouverte au niveau de GitHub avec une réponse de Megan March là-dessus. Je ne sais pas si c'est en roadmap, je n'ai pas vu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est Podman et autres sont des choses qui seraient à intégrer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de, comme l'a dit en fait Sébastien, il n'y a rien de plus en fait que ça. C'est principalement Docker qui est supporté. Oui, d'accord. Ok, donc merci pour ces précisions. Je posais la question parce qu'effectivement, voilà, si vous avez le lien vers le ticket GitHub, c'est avec plaisir. Là. Ah, bien sûr, on je vais est le mettre. en phase un petit peu exploratoire de ce côté-là, mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, avec Kubernetes qui laisse tomber Docker, le fait que ça se passe plutôt vers Containerd, donc l'industrie, c'est la direction que prend l'industrie, et je me demandais s'il y avait du côté de Packer quelque chose. Après, ce qui peut être intéressant, sachant que les deux à la base sont compatibles, mais bon, voilà. Après, ce qui peut être intéressant pour vous, Vincent, c'est de regarder aussi du côté de Waypoint, qui est un outil qui est intéressant, qui est relativement nouveau dans le catalogue HashiCorp et qui va vous accompagner plus au niveau dev qu'au niveau infra. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de containers, on se rapproche plus du niveau dev. Oui, tout à fait. Des containers, et effectivement, on a de nouveaux outils qui sont justement orientés plus sur ces cas d'usage-là que d'autres.
Oui, d'accord. Merci pour le Vous pointeur, avez regardé un effectivement. petit peu Waypoint pas encore. Non, en fait, juste au tout début, en fait, j'ai vu les interactions un peu avec BuildKit et tout ça. Et donc, effectivement, il est sur ma liste à regarder. Ouais, tout à fait. Bon pointeur, merci. Il nous reste une toute petite dizaine de minutes. Est-ce que, Jérôme, tu avais d'autres points à partager? Non, moi j'ai dit rapidement ce que je voulais dire. Alors oui, peut-être très rapidement aussi dire que Packer allait évoluer, notamment avec une commande Packer init qui allait apporter de la simplification au niveau des plugins, notamment, et un meilleur découpage entre ce qu'on avait au niveau de l'architecture de Packer, puisqu'on avait la notion de builder, de provisionneur, de post-processeur et de data source, en fait, qu'on amène maintenant avec les métadatas. Donc ça, en fait, c'était des composants unitaires. Maintenant, à chaque fois qu'on voulait développer, entre guillemets, un plugin, on le développait pour un de ces composants, builder, provisionneur, post-processeur, data source. Maintenant, dans les plugins, on allait pouvoir développer un plugin plus dédié à l'ensemble de ces fonctions-là, donc faire du multi-component plugin, et ce qui va permettre, lorsqu'on va faire avec la commande Packer init notamment, de pouvoir appeler uniquement les plugins dont on a besoin et de pouvoir utiliser uniquement cela, un peu comme on le fait avec du Terraform init et les provisionneurs lorsqu'on commence à utiliser Terraform en mode open source. Merci, Jérôme. Il nous reste du coup quelques minutes. On va sans doute conclure. Si vous n'avez pas de questions additionnelles, vraiment, on vous remercie de votre participation. Toute l'équipe de Solutions Engineers, donc Nicolas, Jérôme, Gauthier et moi-même, sommes à votre disposition auprès de Vincent et des quelques autres qui ont participé pour organiser éventuellement une réunion plus finalement focalisée sur vos cas d'usage et vos challenges. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Passez peut-être par mon email sébastien@chicorp.com et je vous orienterai ensuite sur le bon interlocuteur en fonction de qui vous êtes. On vous remercie, on vous souhaite à tous une excellente journée et un excellent été aussi. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux événements sur la chaîne HashiCorp France. Et d'ailleurs, ce track sera mis à disposition sur notre site français. HashiCorp France a désormais un site sur lequel on publie en fait tous ces enregistrements. Et je vais partager, si quelqu'un peut le faire pendant que je parle, Jérôme, Nico, je vais le faire tout de suite. Je vais partager en fait le lien vers ce site sur lequel vous allez pouvoir retrouver la totalité de nos webinaires, puisqu'en fait, peut-être certains de vos collègues n'ont pas pu assister à celui-là. Donc, n'hésitez pas, je vous laisse quelques secondes pour prendre note de ce lien. Donc, local.hashicorp.com/fr. Voilà, on fait un effort de localisation de nos documentations et de nos case studies. Donc, d'ailleurs, on en prépare quelques autres qui vont apparaître très prochainement sur cette page. Merci à tous, bon après-midi, bonne journée et à bientôt. Au revoir.